Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amis sportifs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le Club des Sports avait fait une pause de plus de 2 mois du fait de la Coupe d'Afrique des Nations. Nous revoilà pour parler de l'actualité sportive au Sénégal et dans le monde. Mais pour ce numéro, on va parler que de l'actualité sportive au Sénégal. Avec moi, autour de moi, donc le panel d'experts au complet. Arona Deme, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Bien reposé après cette CAN en Côte d'Ivoire? Oui, on a essayé de récupérer. Ce n'était pas très facile avec toutes les péripéties qu'on a connues à Yamoussoukro et surtout les contraintes climatiques. Ouais. Mais dans l'ensemble, ça va. Ledom Tchouf, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Bien reposé? Oh, pas tant que ça. Pas du tout, hein, pour dire vrai. Pas du tout. À ma gauche, Elhadji Thierno Dramé, bonsoir. Bonsoir, vraiment. Bien reposé? Bon, je reprends les termes d'Arona. On a essayé de récupérer, voilà. Moustapha Sadio, bonsoir. Bonsoir Ibrahim. Vous aussi, vous êtes apparemment très bien reposé après la CAN. J'ai essayé en tout cas, mais bon. On ne peut pas récupérer de 33 jours passés en Côte d'Ivoire aussi vite, mais bon, ça va. Très ravi de reprendre. En tout cas, très ravi de retrouver tout le panel d'experts qui était à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On a pu vous proposer quelques débriefs, notamment à Yamoussoukro. Notre premier thème porte ce soir sur l'avenir d'Aliou Cissé à la tête de l'équipe nationale. Comme vous le savez, le Sénégal a été éliminé en 8e de finale de la CAN par la Côte d'Ivoire, future championne d'Afrique. Et après cette élimination, il y a eu beaucoup de débats au Sénégal sur le maintien ou non d'Aliou Cissé sur le banc de l'équipe nationale. Ce soir, les chroniqueurs du Club des Sports vont parler de ce sujet-là. Ndaïdom Tchouf, on va commencer peut-être par la responsabilité d'Aliou Cissé sur ce 8e de finale face à la Côte d'Ivoire. Comment avez-vous trouvé ces choix dans ce match hyper capital? Bon, écoutez, les choix, je crois qu'on l'a tellement rabâché que tout le monde est d'accord que c'est de la responsabilité de l'entraîneur par rapport à ses choix tactiques, par rapport au choix des hommes, parce que pour la première fois, moi je dirais qu'Aliou Cissé est retombé dans ses travers de début. Parce que tout le monde voyait, je veux dire, le manquement, l'erreur qu'il fallait corriger, notamment ce milieu de terrain qui a été complètement bouffé par les Ivoiriens. Les Sénégalais qui ont ouvert le score dès l'entame, à la 4e minute, et c'était le scénario idéal, mais ils n'ont pas pu maximiser ça. Pourquoi? On ne comprend toujours pas jusqu'à présent. Peut-être un jour, Aliou Cissé nous expliquera. Mais on a vu des garçons recroquevillés sur eux-mêmes, des garçons qui ne prenaient aucune initiative, un entraîneur qui n'arrivait pas à faire passer son message et on ne comprenait pas. Il a beaucoup parlé, mais son message ne passait pas. Et là, ça pose quand même un problème de coaching, ça pose un problème de communication, mais ça pose également un problème de cohésion d'équipe. Tout ce qu'on avait applaudi durant le premier tour sur ce que le Sénégal avait montré sur le plan technique, sur le plan tactique, sur le plan cohésion d'équipe, surtout, et sur le plan individualité, parce que certains jeunes ont émergé, ils ont séduit toute la planète foot, que ce soit Pape Gueye, que ce soit Lamine Camara, que ce soit Pape Matar Sarr, des jeunes vraiment qui sont montés crescendo, et on se disait que, logiquement, la voie était ouverte pour le Sénégal, d'autant plus face à un adversaire qui était à terre. Mais bon, moi je me dis, il y a un aspect psychologique dont on n'a pas assez tenu compte. Et peut-être que c'est un élément qui peut quelque part expliquer cette sortie de route du Sénégal lors des 8e de finale. Mais quoi qu'il en soit, la responsabilité de l'entraîneur est toujours engagée, que ce soit de manière morale ou bien de manière effective. Et ça a été le cas avec Aliou Cissé lors de ce 8e de finale. Lui-même, il ne semblait pas comprendre, parce que c'est ce qu'il nous disait en conférence de presse d'après-match. J'ai perdu le fil du match. Pourquoi il l'a perdu? Pourquoi il n'a pas pu le reprendre? Ça également, c'est des éléments sur lesquels certainement on aura un jour la réponse. Peut-être qu'il l'expliquera au COMEX de la Fédération sénégalaise de football, parce qu'aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour parler de son avenir. Je veux dire, ce n'est pas une acuité aujourd'hui pour le Sénégal par rapport à certaines sélections, mais quand même, on se pose des questions sur cette régularité d'Aliou Cissé
par rapport aux grands rendez-vous, par rapport aux échéances, par rapport aux grandes équipes, par rapport également à une pression de match. Parce que si vous vous rappelez à la Coupe du Monde face à l'Angleterre, c'était à peu près le même scénario, même si il est vrai que l'Angleterre était favori plutôt, mais le Sénégal n'a pas pu se transcender face à cette équipe. Et face à l'équipe de la Côte d'Ivoire également, c'est encore beaucoup plus grave, je dirais, parce que c'est une équipe qui était à terre. Le Sénégal était hyper favori pour une fois devant la Côte d'Ivoire, mais on n'a pas pu mettre tout cela à profit pour pouvoir passer. Donc il y a des questions qu'on se pose aujourd'hui sur cette équipe du Sénégal, sur l'avenir d'Aliou Cissé, logiquement, mais également sur l'avenir de ce groupe, parce que c'est un excellent groupe, personne n'en disconvient, mais un groupe qui a besoin d'être mieux géré pour pouvoir continuer sur la lancée dans laquelle elle se trouve, malgré cette sortie de route prématurée lors de cette dernière CAN. Ouais. Aruna, pour certains, Aliou Cissé a manqué de réactivité dans ses choix face à la Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est un argument que vous partagez? À observer la prestation de cette équipe du Sénégal, à voir comment Aliou a géré les temps faibles de son équipe et comment il a géré la fin de match, forcément on se pose des questions. Et ce n'est pas nouveau, Aliou Cissé a toujours pris l'habitude de faire ces changements au-delà de la 70e minute. Et c'est un problème. Il y a des matchs où à la mi-temps, vous devez être capable de rectifier. Parce que quand il vient en conférence de presse de dire que son équipe a arrêté de jouer après le but, donc dès la 5e ou la 10e, en tout cas au-delà de la 10e minute de jeu, le Sénégal n'a plus joué. C'est lui-même qui le dit. Ce n'est pas nous qui sommes allés... Et pourquoi il n'a pas rectifié? Mais justement, parce que c'est là où se situe la difficulté. Comment vous pouvez comprendre que votre équipe ne joue pas? Vous avez à la 30e minute la poche fraîcheur. Vous avez l'occasion de récupérer vos joueurs pendant 2 à 3 minutes, de leur parler, de les repositionner. Vous ne le faites pas. Vous avez 15 minutes à la mi-temps pour justement recadrer votre équipe. Demandez à votre groupe de changer de posture puisqu'elle a arrêté de jouer, la remotiver, la remettre sur les rails pour jouer. Si vous constatez qu'il y a des joueurs qui ne répondent pas un peu aux directives qui sont reçues, parce qu'il a donné des consignes. Les joueurs n'appliquent pas les consignes sur le terrain, mais un entraîneur qui met un joueur sur le terrain et qui n'applique pas, vous le sortez. Vous avez la possibilité de faire 6 changements dans ce match-là. Faye en a fait 4 avant qu'Aliou Cissé ne fasse le premier. Voilà, 5 changements dans le match et un changement supplémentaire lors des prolongations. Et Aliou, son premier changement intervient quand? Au-delà de la 70e minute, comme d'habitude. Là où le Sénégal, à un moment donné, on ne retrouvait plus cette équipe-là qui avait charmé le monde entier au premier tour. Donc, il y a un problème quand les gens disent qu'Aliou n'est pas réactif, reste subit le match, le jeu. Dès que ça ne marche pas, il n'arrive plus à trouver la solution. C'est effectivement un constat. C'est une carence qu'Aliou Cissé traîne depuis qu'il est là. Il faut bien dire les choses telles qu'elles sont. Et lui-même, il ne comprend pas comment son équipe a fait pour ne pas gagner ce match-là. En fait, parce que pour moi, la question, c'est ça. Comment le Sénégal a fait pour ne pas mettre ce deuxième but qui le met à l'abri? Aliou Cissé lui-même, il ne peut pas répondre. En conférence de presse d'après-match, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on aurait pu jouer 2 heures de temps, la Côte d'Ivoire ne nous met pas un but. C'est ce qu'il a dit. Ça veut dire quelque part que lui, dans sa tête, c'était clair. Il a 1-0, il reste derrière, il attend, il gagne le match. Il ferme la boutique et puis c'est terminé. Il ne se met pas dans sa tête qu'il y a un pénalty qui peut arriver. Effectivement, c'est sur un pénalty qu'on prend un but. Il ne se met pas dans la tête qu'un joueur sénégalais peut marquer même contre son camp. Il a été footballeur, il sait qu'il y a des aléas qui sont un peu liés à la configuration d'un match contre le payeur. Et ça renvoie à une vérité toute simple qu'il faut bien qu'on accepte de reconnaître qu'on a une équipe qui n'est pas capable de battre les gros quand il y a un enjeu majeur. Le seul gros qu'on a réussi jusqu'ici, entre guillemets, dans la boîte, c'est l'Égypte. En 2017, c'est au tir au but, parce qu'on n'a pas été capable justement sur le jeu de venir à bout de cette équipe-là. L'Algérie est là, on ne connaît pas la clé pour pouvoir prendre le dessus. La Côte d'Ivoire, depuis 2008 jusqu'à présent, ou même avant, le Sénégal n'a pas gagné contre la Côte d'Ivoire. À la CAN, il y a eu la victoire sur le Cameroun aussi. Hein. Oui, mais quel Cameroun? Quel Cameroun? C'est un Cameroun différent. C'est pas le Cameroun qu'on a battu cette année, c'est exactement la même chose que le Cameroun contre qui on a perdu en 2017, de mon point de vue en tout cas. C'est pas ce foudre de guerre-là le Cameroun des années 2000. Si c'était le Cameroun des Eto'o ou des Song, je suis certain qu'on n'aurait pas réussi à mettre cette victoire-là. Donc il faut qu'on se pose les bonnes questions
par rapport à la manière de jouer de notre équipe, par rapport aux comportements de nos joueurs face aux équipes qui savent élever le niveau et qui savent mettre l'impact. Parce que c'est une équipe qu'on n'a pas reconnue. Et malheureusement, c'est très malheureux. Les gens ont beaucoup apprécié les aménagements tactiques d'Aliou Cissé. Avec ce défenseur central qui devient milieu de terrain, ainsi de suite. Cette complémentarité qu'il a créée entre les milieux et la défense, ça a été chanté par tout le monde comme une trouvaille tactique qui a fait son œuvre. Mais chaque match est sa réalité. Au bout d'une mi-temps, tout le monde a pu constater que ça ne marchait pas. Qu'un Abdou Diallo, milieu de terrain qui rentrait dans la défense, n'était pas capable de refaire la même chose que Pape Gueye, par exemple, avait fait contre la Guinée. Donc, quelque part, on doit pouvoir se dire, à un moment donné, on change de schéma tactique, on revient à quelque chose de plus classique qui permette d'asseoir notre jeu et d'avoir une équipe qui fonctionne. Parce que le milieu de terrain du Sénégal sur ce match-là, les deux jeunes qu'on a mis entre guillemets là, je dirais les deux gamins qu'on a sacrifiés, les deux pauvres gamins qui n'ont fait que courir derrière Série, derrière Fofana pendant 90, combien, je ne sais même pas combien de minutes, Lamine Camara et Pape Matar Sarr, ils ont été à la rue, ils se sont donnés, ils ont donné tout ce qu'ils avaient, mais il aurait peut-être fallu à un moment donné faire confiance aux vieux briscards qui sauront comment s'y prendre et ne pas se casser les dents. Vous ne pouvez pas avoir l'expérience d'un Gana Gueye sur le banc, l'expérience d'un Kouyaté, l'expérience de Mendy. Nampalys, on l'a vu sur le banc avec une image très marquante qui se tient. C'est le genre de jour, c'est le genre de match où ces anciens-là vont venir apporter leur expérience et aider ces jeunes-là à s'en sortir. Malheureusement, ils nous ont tués en nous mettant des vieux qui ont fait courir nos jeunes, qui les ont complètement baladés. Et après, et puis, vous ne pouvez pas jouer contre la Côte d'Ivoire qui a le meilleur milieu de terrain de cette CAN-là, malgré que la Côte d'Ivoire était à la rue et morte enterrée, puisqu'ils sont ressuscités pour être en huitième de finale. Mais quand même, le milieu de terrain du Côte d'Ivoire, vous avez Kessié et Fofana dans un milieu de terrain avec Série. Quand même, c'est du très haut niveau. Vous ne pouvez pas mettre maintenant vos jeunes qui ont fait un très bon premier tour, malgré tout, l'expérience. Cette expérience, ce vice dans ce genre de match qui permet de faire sortir ces milieux de terrain ivoiriens-là de leur match. On n'a pas eu ce vice-là au milieu. Et cette expérience nous a manqué. Finalement, bon, moi, je pense que le coup tactique a foiré, en quelque sorte, parce que Diallo, qu'on attendait au milieu dans la récupération, si le Sénégal n'avait pas le ballon, et qui devait assurer la relance derrière quand nous, on était en phase offensive, Diallo était devenu un troisième défenseur central. On avait un axe à 3. Et il aurait peut-être fallu sortir Diallo, mettre un autre milieu de terrain pour être dans un milieu à 3, en 4-3-3, un peu pour densifier et permettre au Sénégal de récupérer le ballon. Parce que c'est par vagues que les Ivoiriens arrivaient sur notre défense, qui était largement en difficulté. Et quand vous jouez dans un match pareil où l'entraîneur n'a pas vu qu'il y a ce petit manquement-là qui va avoir des conséquences, avec des attaquants qui n'étaient pas dans un grand jour. Mais le résultat ne peut être que ça. C'est ça le problème, El Hadji Thierno Dramé. Pourquoi Aliou Cissé n'a pas vu ce que tout le monde a vu? Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent que c'est le coaching de Cissé qui nous a fait perdre ce huitième de finale face au pays organisateur? Il a forcément une part de responsabilité. Parce que c'est quand même l'entraîneur, c'est lui qui met en place le dispositif tactique. Et il fait du coaching. C'est-à-dire du coaching, c'est parler également pendant le match, rectifier, corriger, parfois féliciter, parfois rabrouer, tout ça fait partie du coaching. Après, il faut se poser la question, est-ce que lui-même, il était dans son assiette ce jour-là? Est-ce que lui-même n'a pas subi la pression du match-là? Moi, je reviens toujours à l'image où on le voit supplier un joueur de se repositionner. Moi, ça m'a choqué, en fait, cette image-là. C'est vrai qu'on ne l'a pas vu dans le direct, mais après, avec les coulisses, quand on a vu cette image-là, on se dit qu'il y a problème. Soit la communication ne passait plus, soit le message ne passait plus, ou quelque part, les gens sont complètement passés à côté de ce qu'ils ont fait. Après, maintenant, avec le recul, il y a eu des situations, le jeu du Sénégal a évolué. On a joué en 3-4-3, à un moment donné, on a joué à 5, en 5-4-1, et puis bon, il y a ce fameux, ce que les gens disent sur les réseaux sociaux, le 3-5, le 3-2-1, je ne sais pas quoi. Mais on ne peut pas ne pas parler de la responsabilité de l'entraîneur. Parce que, vous voyez, quand vous regardez un match, vous pouvez faire des changements tactiques au cours du match avec les mêmes hommes.
comme vous pouvez, à un moment donné, faire des changements avec d'autres hommes qui viennent avec soit un nouveau dispositif tactique ou avec le même schéma, mais les mêmes hommes. Maintenant, ce que les gens lui ont reproché, c'est d'avoir tardé à réagir. 2, les changements poste pour poste. On ne comprenait pas dans cette situation où on n'arrivait pas à avoir le ballon, où l'adversaire attaquait à outrance, où on sentait effectivement qu'au milieu de terrain, c'était plus ça, c'était le désert. Donc pourquoi ne pas mettre un milieu de terrain en plus, sortir un attaquant de pointe comme Habib, mais on sort Habib pour mettre Jackson qui finalement n'a rien apporté. Et donc, effectivement, d'une manière ou d'une autre, on peut parler de la responsabilité des joueurs. Mais bon, en matière de football, c'est-à-dire que même quand notre équipe gagnait, c'est pas comme si, comme d'habitude, on dit quand l'équipe gagne, on dit que ce sont les joueurs qui sont bons. Quand l'équipe perd, c'est l'entraîneur. Là, même quand l'équipe a bien joué, on disait on parlait du coup tactique d'Aliou Cissé. Les bons choix ont été soulignés par la presse. D'Aliou Cissé, les changements qui ont été positifs, parce que certains joueurs sont entrés, ont marqué, soit en cours de match ou même en démarrant. On peut citer Ablaye Seck, qui démarre un match contre la Guinée, sa première titularisation, gagnant la passe décisive face au Cameroun. Dès l'instant où les résultats positifs lui sont imputés, il est normal que lorsque le résultat est négatif, là aussi qu'il en endosse en tout cas une partie de la responsabilité. Et dans ce cas précis, personne ne nous fera penser que c'est le contraire, il n'a pas sa part de responsabilité, il est responsable. Et ce qui est dommage, c'est qu'aujourd'hui, le match, on va le refaire 10 000 fois, mais on va tout le temps avoir des regrets parce que c'est un match qui était à notre portée. C'est une équipe de Côte d'Ivoire. Moi, je reviens à quelqu'un m'a dit, juste après le match, ce qui lui a le plus fait mal, c'est que même le banc du Sénégal est meilleur que le 11 de la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a de l'expérience et tout, mais en valeur intrinsèque, si vous prenez les joueurs poste par poste, si vous enlevez Fofana et Kessié, après il y a qui? Un Pépé finissant. Adingra, c'est un très bon joueur, mais qui est plus sur une pente, sur une montée. C'est un jeune joueur. Moi, je le comparais à un Lamine Camara. Ils ne jouent pas au même poste, mais c'est les joueurs qui seront de grands, peut-être s'ils continuent leur progression, dans 4-5 ans. Donc, si vous prenez... Et puis, même en termes de vécu, ce que notre équipe nationale vit ensemble. Il y avait combien de champions d'Afrique? 16, je crois, sur l'équipe. Une dizaine de nouveaux. Certains sont là depuis 4-5 éditions. Donc, normalement, avec l'expérience et la somme des talents, l'expérience du coach, on est 1000 fois meilleur que la Côte d'Ivoire. Et c'est ça qui est dommage, en fait. On aura tout le temps ces regrets-là de voir un match qu'on a perdu, qu'on aurait dû gagner, qu'on avait gagné d'ailleurs après 5 minutes. Mais bon, c'est malheureux. Et on l'a perdu après 120 minutes. Moustapha Sadio, vous êtes... un grand fan des coups tactiques de Cissé. Vous l'avez dit au premier tour. Mais est-ce que vous avez la même analyse après ce match face à la Côte d'Ivoire, où il y avait de la place pour se qualifier en quart? La même analyse, c'est clairement, c'est passé par un coup tactique de l'entraîneur adverse. Ouais. Et surtout, des défaillances, pas forcément tactiques, même s'il y en a eu, mais aussi dans la gestion émotionnelle. Parce que moi, j'ai toujours dit, jouer contre le pays hôte, il y a une part d'incertitude, quel que soit le niveau de ce pays hôte-là. Et le Sénégal n'a jamais vraiment réussi dans ce cas de figure-là face au pays hôte dans un match à élimination directe. Je pense que vous avez rappelé lors d'une émission. On n'a jamais gagné le pays hôte dans un match à élimination 6 fois, directe. 6 éliminations. Ça veut tout dire. Je pense que dans ce cas-là, c'est toujours bien de changer d'approche, de se dire on a une belle équipe, on est capable de battre le Cameroun, la Gambie et la Guinée au premier tour et avec la manière. Maintenant, cette fois-ci, comment va-t-on aborder ce match-là face à une bête blessée dans un contexte tout autre? Le stade de Yamoussoukro était nôtre. Cette fois-ci, elle sera contre nous. Toutes ces choses-là devaient être appréhendées à l'avance. Et je n'ai pas l'impression que ce fut le cas. Et j'ai comme l'impression que beaucoup de joueurs ont subi cette hostilité du stade durant le match. Ouais. Et ça change leur façon de jouer. Ils ont commencé à perdre des 10 mètres par 10 mètres. Plus on avançait, plus le bloc sénégalais
on va dire, s'affaisser presque. L'environnement était très pesant. L'environnement était très pesant. Et donc, c'est une question d'approche aussi. Si Thierno rappelait, quand on demande à un joueur de se replacer et que tu n'arrives même pas à voir cela d'un joueur, ça veut dire que c'est comme si tout le monde avait perdu pied. En commençant forcément par l'entraîneur. Parce que je suis comme entraîneur. Ces jours-là, c'est des jours qui ont vécu Sénégal, Égypte, Sénégal quand même. Et ils ont perdu. Cet enfer-là. Ils ont perdu. Ce stade était 90 000 personnes hostiles. C'était pire que ça. Oui, mais ils ont perdu. Ils ont aussi perdu ce match-là. Mais c'est à partir de ces moments-là qu'on a besoin de... Qu'est-ce que ça représente, cette expérience-là qui rectifie au bon moment. Cette expérience-là, c'est plus ce coach qui devrait l'avoir. Ouais. Surtout dans le choix des hommes. Parce que pour moi, il y a des matchs où peut-être Aliou Cissé aurait pu nous prendre à contre-pied, se dire, oui, mon milieu a brillé, Pape Gueye, Pape Matar, Lamine Camara, mais pour ce match-là, j'ai besoin de plus de vécu. Et de prendre tout le monde de court. C'est avoir un esprit guerrier. C'est ça, d'envoyer par exemple Ghana, Nampalis et Lamine Camara. Mais non, plutôt Lamine Camara pour les coups de pied arrêtés. Je veux dire, Lamine Camara, tu le mets dans un environnement plus sûr, il aurait mieux joué que lors de ce match-là. Mais quand tu le mets aux côtés d'un joueur aussi jeune que lui, Pape Matar Sarr, genre, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre en termes de vécu, justement. Ils n'ont pas forcément vécu le match perdu au Caire face à l'Égypte en barrage de Coupe du Monde. Donc, de ce côté-là, c'est pour cela que je parle plus d'approche. L'approche mentale, mais l'approche également tactique dans ce match-là. Et comme Aruna le rappelait, si pendant 45 minutes, tu n'arrives pas... Parce que pour moi, il n'y a même pas d'attendre à la mi-temps pour changer. Parce que dès la 10e minute, on commençait à voir le sous-nombre sénégalais au milieu de terrain. On commençait à voir qu'il y avait plus de joueurs ivoiriens au milieu de terrain que... Si Abdou Diallo... Moi, je ne crois pas qu'Aliou Cissé ait demandé à Abdou Diallo d'être le milieu hybride qu'il a été lors du premier match. Parce que c'était Abdou Diallo aussi, lors de ce match 3-0 face à la Gambie. Ce même Abdou Diallo-là... Il a passé son temps dans l'axe. Oui, exactement. Il a refusé de sortir de l'axe. Non, je n'y crois pas. Moi, je pense que la consigne, c'était clairement de rester à 5 en défense. C'est vrai qu'on pouvait voir Aliou Cissé gigoter, comme qui dirait à Abdou, d'avancer. Mais je ne pense pas que c'était à Abdou qu'il s'adressait. Ouais. Je ne le crois pas du tout. Et je pense qu'un jour, on aura l'explication, que ce soit venant d'Abdou Diallo ou de Aliou Cissé. Mais pour moi, on a tout raté dans l'approche du match, parce que chaque match avec sa réalité, le contexte est partie prenante dans l'approche qu'on a du match. Et de ce côté-là, Aliou Cissé et son staff ont eu tout faux dans ce match-là. Ça ne remet pas forcément de mon côté tout ce qu'il a pu faire de bien, parce que c'est tout ce que j'ai toujours réclamé, qu'Aliou Cissé ne arrête de gagner de façon aléatoire. Comme l'Égypte, quand elle avance dans une Coupe d'Afrique des Nations, comme en 2022, où l'Égypte, à la limite, je te laisse jouer, mais voilà, je fais mon animation défensive, mais un choix aussi, vous n'y arriverez pas. C'est certes un choix qui nous a donné une carte, mais j'ai l'impression qu'Aliou Cissé, à la fin du match, lorsque je lui pose la question, en lui disant qu'il y a eu tellement de bonnes choses, qu'est-ce qu'il retient? Est-ce que c'est ce genre de match, c'est ce genre de compétition qui lui donne un peu l'envie de poursuivre l'aventure? Il commence à dire, bon, j'aurais préféré peut-être mal jouer et gagner. C'est comme s'il se disait que la recette de 2022 est la bonne. Ouais. Et pourtant, on aurait pu perdre cette canne-là en 2022. Ouais. On aurait pu se faire éliminer au premier tour en 2022. Ouais. On aurait pu perdre la finale face à l'Égypte au tir au but. Ouais. Puisque eux tous disent que c'est des loteries. Si on perdait la finale en 2022, qu'est-ce qu'on aurait dit? C'est de la loterie. Ouais. Donc, je pense que c'est... Qu'est-ce que Aliou Cissé a retenu de cette canne? Ouais. A-t-il retenu que sa façon de faire au premier tour est viable pour gagner une canne, ou a-t-il des regrets et se dire que, en tout cas, j'ai très mal joué en 2022 et pourtant j'ai gagné la canne? Ouais. S'il revient à ça, je vous garantis que c'est quelque chose d'assez aléatoire, et ça, n'importe quelle équipe peut faire l'expérience et ne pas vraiment réussir. En 2022, on avait très mal joué, peut-être au premier tour, en fonction du contexte. Mais après, à partir des matchs à élimination directe, je pense qu'on a quand même... C'est lui qui dit quand même que je préfère mal jouer. Il l'a dit en conférence de presse. Maintenant, on va aborder son avenir à la tête de l'équipe du Sénégal. Daïdom, vous pensez qu'il doit rester encore, ou c'est le moment de partir
après bientôt 9 ans. Début mars, Aliou Cissé fera 9 ans à la tête du Sénégal. Écoutez, de manière péremptoire, tu ne peux pas dire il reste ou il part. Ouais. Mais si on analyse le contexte, parce que l'objectif pour le Sénégal, c'était quoi? Au moins d'arriver en finale pour cette Coupe d'Afrique. L'objectif à la Coupe du Monde également, c'était au moins d'aller jusqu'en quart de finale, au moins, comme en 2002. Sur le plan résultat, sur le plan objectif, c'est 2 objectifs qu'il a ratés sur des compétitions majeures. Donc, c'est un entraîneur, même s'il a tout le temps été décrié, il a toujours atteint les objectifs qu'on lui avait fixés. Mais sur ces 2 derniers rendez-vous, sur ces 2 dernières compétitions, il ne les a pas atteints. Et cette élimination fait encore plus mal, parce qu'on connaît le potentiel qu'a cette équipe du Sénégal. Et aujourd'hui, les gens ont des doutes par rapport à la gestion même de cette équipe, par rapport, disons, à tout ce matériel dont dispose le Sénégal. Est-ce que Aliou Cissé est aujourd'hui capable de pouvoir bien le gérer pour mener cette équipe au sommet, ou la ramener plutôt au sommet? Les gens se posent des questions. Moi, la question que je me pose, c'est est-ce que Aliou Cissé est capable de se renouveler, de se remettre en question? Il avait commencé lors de cette CAN avec le premier tour, mais il n'a pas eu cette constance pour aller jusqu'au bout. Est-ce qu'aujourd'hui, comme un Pep Guardiola, il est capable de bien gérer son équipe, de voir le potentiel dont dispose cette équipe et ce qu'il peut en tirer? Par rapport à ce qu'on a vu, moi j'en doute. Moi j'en doute. Et aujourd'hui, cette équipe du Sénégal est arrivée à un moment de transition important. Aujourd'hui, on a des jeunes, on a un bon grenier. Au-delà de Lamine Camara et autres, même derrière, il y a un potentiel, la relève est là. Il faudra gérer tout cela pour permettre au Sénégal, parce qu'en 2022, tout le monde se disait que le Sénégal peut régner 10 ans au moins en Afrique. Et c'est toujours le cas avec ce dont dispose le Sénégal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Aliou Cissé a cette capacité pour pouvoir gérer cette équipe? Est-ce qu'il n'est pas également... il n'a pas atteint ses limites? Moi, je me pose ces questions par rapport à ce qu'il nous a montré, par rapport... C'est vrai qu'un entraîneur dans la défaite, surtout après une élimination, est toujours abattu. Mais les propos qu'il a sortis, quand il dit « j'ai perdu le fil du match », pour un entraîneur qui a déjà gagné la CAN, qui est arrivé jusqu'au sommet, qui dispose de ce groupe et qui se pose ces questions, moi, moi également, je me pose des questions sur sa capacité à pouvoir aller de l'avant, à pouvoir encore tirer cette équipe, parce qu'aujourd'hui, il y a un travail à faire par rapport à cette équipe. Quoi qu'on dise, c'est une équipe qui a été traumatisée par cette élimination précoce. Que ce soit les jeunes, que ce soit les anciens, il y a un travail mental et psychologique à faire pour pouvoir ramener cette équipe, pour pouvoir inculquer à nouveau cette dynamique de la gagne. Et on va vers des échéances importantes, on va vers des matchs difficiles, que ce soit au mois de juin, que ce soit à la RDC, que ce soit la Mauritanie. Ouais, en éliminatoire de la Coupe du Monde. Ce sont des matchs qui seront extrêmement difficiles par rapport à ce que ces équipes ont montré justement lors de cette CAN, qui les a vraiment mises en confiance. Et donc le Sénégal qui a terminé sur une mauvaise note, la Mauritanie, même si elle a été éliminée en 8e, a quand même terminé sur une bonne note par rapport justement à ses objectifs. En éliminant l'Algérie. En éliminant l'Algérie en plus. Donc la RDC est allée jusqu'en demi-finale, sortie par l'équipe vainqueur. Donc tous ces éléments font qu'aujourd'hui, le Sénégal a besoin d'être reboosté. Est-ce que Aliou Cissé a cette capacité de pouvoir rebooster cette équipe du Sénégal? Est-ce qu'il a les moyens, je veux dire, à son niveau personnel, mais également dans son entourage, que ce soit dans son staff, que ce soit au niveau de la Fédé? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a tous ces éléments pour que vraiment ce qu'il y a dans cette équipe du Sénégal, qu'on puisse en tirer le maximum pour pouvoir continuer la route et remonter la pente? Parce que c'est quand même une pente à remonter. Aruna, est-ce qu'Aliou Cissé n'a pas atteint son plafond de verre avec cette équipe du Sénégal? Je ne pense pas. Je pense qu'en matière de football, il faut toujours savoir se réinventer. Il avait commencé au premier tour parce qu'il avait sorti des schémas tactiques que personne n'attendait. Parce qu'il a justement le matériel qu'il faut. Il a ces joueurs qui ont cette capacité de jouer dans des schémas différents. Vous prenez Krépin Diatta. C'est un excentré droit qu'Aliou Cissé a profité. Il a profité quelque part de ce que Monaco a fait.
Et pour pouvoir réorganiser sa défense, parce qu'il avait perdu son titulaire au poste, Sabali. Crépin et Jacobs, qui ont l'habitude de jouer dans ces schémas tactiques, il a utilisé ces forces-là pour adapter son équipe. Il a utilisé des joueurs qui, Pape Gueye, tout le monde le voyait comme un milieu de terrain, même à la limite un numéro 8. Il a quelque peu fait tellement reculer qu'il était le distributeur du jeu quand il était sur le terrain, au niveau de l'axe central. Et ces joueurs habituels qui sortaient le ballon, Koulibaly et Niakhaté, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient carrément des arrières latéraux quand le Sénégal sortait ce ballon-là. Et ça veut dire quelque part, il a compris comment tirer quelque chose de plus du potentiel du groupe qu'il a, de la différence de capacité, de talent, de la différence de profil des joueurs qu'il avait sous la main. Je pense donc qu'il doit être capable de pouvoir justement continuer sur ce schéma-là. Mais faudrait-il qu'il se remette en cause? Et cette remise en cause commence par accepter, et ça je le dis depuis des années, c'est ma conviction personnelle, son banc n'est pas suffisamment fourni. Il a besoin de l'expertise. Bon, si je dis banc, je parle du banc technique, je ne parle pas des joueurs remplaçants. Je parle, oui, staff, c'est l'expression, c'est la bonne expression. Vous pensez qu'Aliou Cissé doit rester, mais son staff doit être renforcé? On l'a renforcé à la CAN avec Pape Thiaw, mais je suis désolé, je le répète, je le dis, les gens vont penser que j'ai quelque chose contre Pape Thiaw, je n'ai rien contre lui. Je pense que ce n'est pas Pape Thiaw qui va apporter ce plus dont Aliou Cissé a besoin. Absolument. En termes de vécu et d'expérience, il n'a pas le vécu ni l'expérience. Aliou Cissé a gagné une CAN. Pape Thiaw a gagné le CHAN, non? Mais est-ce que Pape Thiaw a cette capacité? Est-ce que, en fait, je veux dire, en termes de personnalité, Pape Thiaw va venir d'Aliou Cissé, ce que tu es en train de faire en cet instant-là. Dans un match, sur ce match-là, à la mi-temps, il doit prendre la parole et dire à Aliou, bon, c'est pas bon. Le schéma tactique ne fonctionne pas. Mais il n'a pas cette capacité morale de le dire. Il n'a pas cette légitimité, en fait, pour le dire. Un autre entraîneur qui a 25 ans ou 20 ans de carrière serait capable de le dire. Je le dis comme ça, Omar Daf aurait été capable de dire à Aliou Cissé le schéma tactique sur lequel on est. On va se casser les dents. Peut-être qu'un Habib Beye va lui dire ça. était à la Coupe du Monde 2018. Non, mais il a gagné cette CAN. Les gens qui sont autour il y avait ces problèmes-là aussi. Les gens qui sont autour dans ce staff-là n'ont pas la légitimité de remettre en cause ce qu'il est en train de faire. Parce qu'ils n'ont pas encore ce background ni ce vécu-là. Moi, je pense qu'il y a ce problème-là qui se pose depuis des années et qu'on ne règle pas. La fédération ne prend pas la responsabilité d'Aliou. Il y a un problème. Parce que sur les bancs, qu'est-ce que vous avez vu sur le banc de la Côte d'Ivoire quand MS Faye est arrivé? Qui était autour de lui? Il y avait au moins 3 ou 4 adjoints. C'est vrai que c'est Guy Demel qui était son adjoint numéro 1, mais derrière, il y avait combien d'autres anciens joueurs? Les Guaméné. Tous ils étaient là, des joueurs expérimentés qui ont gagné la CAN, qui ont vécu, qui sont dans les sélections ivoiriennes depuis au moins 10 ans. Guaméné, ça fait 20 ans qu'il est dans les sélections ivoiriennes, voire même plus. Donc, nous, on n'a pas ça sur notre banc. Le staff technique, vous trouvez là-bas Aliou Cissé, Bogart, comment il s'appelle encore? Tony Silva. Maintenant, Pape Thiaw. Diatta, moi, je ne le considère pas comme un technicien. Il est dans autre chose, dans d'autres domaines, il n'intervient pas sur la technique. Donc, c'est un problème. Il faut renforcer ce staff-là, même si on doit le laisser là. Je ne pense pas qu'il faille raser. Je le disais tout à l'heure avant le début de l'émission. Je dis toujours qu'il faut partir du passé pour essayer de construire quelque chose, de projeter sur l'avenir. En 2013, quand Amara Traoré est parti, on a mis Joseph Koto, qui n'a pas eu le temps de travailler sur son équipe. Les éléments arrivés, on n'a pas participé au résultat des courses. On se fait éliminer à la CAN. Si Aliou Cissé a gagné la CAN, c'est parce qu'il y a cette stabilité-là. On a une même fédération depuis 2009, à quelques éléments près. On a le même staff technique depuis 2015. Donc, ça construit quelque chose, ça permet de gagner en expérience, de savoir par quel chemin passer pour arriver à un résultat. C'est ça qui nous permet de gagner la CAN en 2022. Et peut-être par tout raser, mais dans la reconstruction de ce staff-là, parce que ce n'est pas l'équipe qu'on reconstruit, de mon point de vue, non, même si mentalement l'équipe a pu être touchée, ils ont les ressources morales, ils savent comment rebondir ces jours-là. La preuve, ils sont repartis en club, mentalement ils sont là. Aucun n'a plongé. Donc quelque part, sur ce plan-là, moi je n'ai pas d'inquiétude par rapport à l'effectif, parce qu'il y a d'autres joueurs qui doivent pouvoir venir prendre la place aussi, parce qu'il y a une place qui va se libérer dans ce groupe-là. Par contre, sur le plan du staff technique, il y a énormément de choses à revoir. Il y a une réflexion à mener. On a des élémentaires qui arrivent tout de suite, là et maintenant. On n'a pas besoin d'aller chercher de midi à 14h, dire on vire l'entraîneur, on recommence à zéro. Celui qui va arriver va refaire un travail. Ce n'est pas possible.
Je pense qu'il faut y aller avec ce groupe-là au moins jusqu'à la prochaine CAN, en sachant qu'entre la prochaine CAN et la Coupe du Monde 2026, il y a juste un an. Et à partir de ce moment-là, si on est qualifié à la Coupe du Monde, si on ne fait pas une performance à la CAN, prend la responsabilité, on arrête, on se projette. Parce que l'objectif du Sénégal, ce n'est pas de gagner une Coupe du Monde. On peut peut-être aller loin dans une Coupe du Monde, mais on n'a peut-être pas encore les capacités d'aller gagner une Coupe du Monde. Par contre, on a les capacités de gagner au moins une des 2 prochaines éditions de la CAN qui arrive. Parce qu'on a le groupe, on a l'expérience, on s'est donné les moyens d'y arriver. Et sur ce plan-là, Aliou Cissé, sur son banc, au niveau de son staff, il doit se remettre en cause et ouvrir son staff. L'équipe nationale, le banc de l'équipe nationale ne lui appartient pas. Parce qu'à chaque fois, quand vous discutez avec les responsables du football, ils disent non, c'est l'entraîneur qui choisit ses argents. D'accord. Mais si l'entraîneur se plante, il y a une direction technique, il y a une fédération, un comité exécutif qui sont là pour lui dire on vous a laissé suffisamment les mains libres pour choisir les gens avec qui vous travaillez, pour faire ce que vous vouliez faire. Mais là, on est dans une situation où, à un moment donné, il faut savoir dire stop. Qu'ils choisissent lui-même les gens avec qui ils veulent travailler, mais qu'on mette d'autres personnes là-bas, parce que je suis convaincu et je suis certain que le Sénégal a un banc qui n'est pas assez fourni pour la compétition de haut niveau à laquelle on participe. Il a l'impression... Vous regardez autour du banc du Sénégal, quand vous voyez Aliou Cissé coaché, comme il disait tout à l'heure, l'image, vous avez l'impression qu'il est esselé. Il est tout seul, qu'il n'y a personne autour de lui. Parfois, vous voyez lors de ce match-là, à un moment donné, on a vu Emers Faye et Guy Demel, pendant 5 minutes au moins, ils étaient en train d'échanger, de dire des choses. C'est le genre de scène qu'on ne voit jamais dans l'équipe du Sénégal, sur le banc de l'équipe du Sénégal. C'est Aliou qui est debout, qui parle à ses joueurs, qui vit son match. Et son banc, ils sont assis là-bas. Parfois, quelqu'un peut se lever à côté, après aller se rasseoir. Après, vous avez l'impression que ça ne vit pas comme un groupe, comme une fusion d'esprit. Parce que dans un banc de touche, cette matière grise qui est sur le banc doit à un moment donné échanger et sortir quelque chose. Quand le match ne tourne pas à notre avantage ou qu'on a l'impression qu'il nous échappe, quand Aliou dit l'équipe a arrêté de jouer, j'ai perdu le fil, il doit y avoir quelqu'un sur bon banc qui va le remettre, qui lui rend le fil en quelque sorte, en lui disant coach, est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Parce que lui, il est mort à partir de ce moment-là. Il n'est plus dans le match. Un entraîneur qui perd le fil, ça veut dire que c'est un entraîneur qui ne voit plus rien sur le terrain, qui ne comprend même plus comment son équipe joue. Et qui se contente de subir les événements. Au moment où il subit ces événements, s'il y a un adjoint qui a les capacités, c'est à cet adjoint-là de le ramener dans le match. Et malheureusement, c'est ça qui lui a manqué sur ce match-là. C'est un véritable aveu d'impuissance. Ce que disait Aaron, est-ce que ça aussi, il n'y a pas quelque part une responsabilité de la fédération? Parce que c'est vrai que l'entraîneur choisit ses hommes, mais il y a quand même une manière de travailler ou bien un cadre que la direction technique, via la fédération, doit mettre en place. Et chaque entraîneur qui vient, qui sache qu'il y a une manière de travailler, même s'il doit choisir ses hommes. Les Bonaventure et autres, là, c'est certainement pas Fayet qui les a choisis. C'est pas Fayet qui l'a choisi. J'ai rien contre mais Pape Thiaw qui ne sait pas supporter la pression de Niari Tali, là, vous avez vu là, cette pression qu'on met sur cette équipe du Sénégal, là. Si vous n'êtes pas solide, Aliou Cissé, il est très fort. On va prendre l'avis de El Hadji Thierno Dramé sur ce sujet-là, le maintien ou non de Aliou Cissé. Bon, enfin, moi, je répète ce que j'avais dit il y a quelques semaines. Il a au moins gagné la possibilité ou le droit de choisir, de rester s'il veut rester, de partir s'il désire partir. Maintenant, son contrat expire le 31 août. Le 31 août. Aujourd'hui, ce qui rend la chose plus ou moins compliquée, c'est effectivement, comme l'a dit Aaron, les délais. La prochaine CAN, c'est dans moins de 2 ans. Et là, est-ce qu'on a le temps de... Bon, après, je reste quand même... Je fais partie de ces gens qui pensent que, et de toute façon, Emers Faye l'a prouvé, on peut prendre une équipe aujourd'hui et gagner demain. Donc ça, il n'y a pas de problème. Je pense d'autant plus que Hugo Bross, Djamel Belmadi, etc. Et ça, c'est vraiment les bons entraîneurs qui arrivent à faire ça, mais en ayant aussi de la matière. Parce que ce qui est bien avec cette équipe du Sénégal, peu importe l'entraîneur que vous choisissez, il y a du talent. Il y a du talent, ça c'est évident. Maintenant, aujourd'hui, je pense que c'est à Aliou de se remettre en question d'abord, avant que tout le monde ne mette en question sa vie ou survie sur le banc du Sénégal. À lui de se remettre en question, de se poser les bonnes questions. Est-ce qu'il pense aujourd'hui qu'il est capable de continuer avec cette équipe? Dès l'instant qu'il trouvera la réponse, je pense qu'il prendra une décision lui-même. Maintenant,
l'équipe du Sénégal, c'est une équipe qui est bankable. Je pense que n'importe quel entraîneur dans le monde aujourd'hui aimerait coacher cette équipe du Sénégal-là, par rapport au talent qu'on a, par rapport à ce qu'on peut faire, au potentiel qu'il nous reste encore à exploiter. Parce que je reste convaincu que cette équipe du Sénégal n'a pas encore donné la plénitude de son talent, de ses capacités. On peut encore beaucoup progresser, on peut encore être plus dominant, on peut marquer. On a une attaque qui vaut au moins 1 ou 2 buts par match. Cette CAN-là, même contre la Côte d'Ivoire, voilà, on a marqué à la 4e minute. On aurait encore pu marquer, vu le nombre d'occasions qu'on a quand même réussi à se créer dans un match où c'était assez compliqué. Donc le potentiel, il est là. Même si vous regardez derrière les Sadio Mané et autres, on voit qu'il y a du potentiel. Il y a des joueurs qui attendent encore d'avoir la chance de prouver. Et je pense qu'aujourd'hui, n'importe quel entraîneur voudrait entraîner. Et je reste convaincu que même Aliou Cissé, allez, je ne suis pas à sa place, mais lorsqu'il regarde le potentiel qu'il a, il peut se dire, je peux encore y arriver. Et c'est ça la clé, en fait. C'est le potentiel que notre équipe a. Maintenant, je disais tout à l'heure, il faut qu'il se pose des questions. Est-ce que son discours passera toujours auprès des joueurs? Parce que vous savez, quand vous venez d'arriver, il y a une nouvelle dynamique. Parce que quand il est arrivé, c'est ça, tout le monde était à peu près derrière lui. Il y avait une nouvelle dynamique de jeunes joueurs qui émergeaient, avec qui il a fait du chemin, et il a gagné. Est-ce qu'ils ont encore assez faim pour aller puiser au fin fond d'eux-mêmes, pour aller chercher un autre titre? C'est des questions qui se posent. Et donc, pour moi, bon, on attendra la décision du COMEX, ou on attendra sa décision à lui. Ouais. Mais je pense que... l'évaluation, la réunion du comité exécutif. L'urgence, c'est en cas de changement, de trouver un entraîneur rapidement. Et s'il n'y a pas de changement, effectivement, quand même, il faut qu'il accepte qu'on densifie un peu le staff avec plus de qualité, plus de matière grise. Aujourd'hui, moi, je vois un El Hadj Malick Seck, El Hadj Abdoulaye Seck, qui travaille bien avec la Mauritanie. C'est pas pour rien que l'entraîneur mauritanien analyse vidéo, parce qu'il est analyste vidéo, mais il est aussi entraîneur, ce que les gens ne savent pas. Il est d'abord entraîneur avant d'être analyste vidéo. C'est un Sénégalais qui a du talent, qui est connu, qui a travaillé avec les Comores, qui a réussi, qui a travaillé aujourd'hui avec la Mauritanie et qui réussit. Pourquoi on n'irait pas le chercher? Parce que Abdoulaye Seck, quand même, si on lui demande de venir faire partie du staff du Sénégal, il ne va pas réfléchir à 2 fois. Ouais. Et donc, c'est quelqu'un dont on a besoin. On a dit Pape Thiaw, ok, il est là. Moi, je lui donne du crédit parce qu'il a gagné. On le fera, hein. Oui, donc, effectivement. Vous parlez tout à l'heure de Pape Thiaw. Moi, je lui donne du crédit. C'est vrai qu'à Niaritali, il est parti sur il est venu, il a réussi quelque chose à sauver le club, il est parti sur un échec, mais le contexte est assez compliqué. Mais l'équipe du Sénégal locale, mais personne ne le donnait gagnant à la fin de la compétition. Donc, s'il réussit à faire ça, parce que tout le monde sait ce que vaut quand même notre championnat local, avec le talent qu'il a, il réussit à gagner. Donc, je me dis que dans ce staff, en tout cas dans l'architecture ou la nomenclature de la DTN, sa voix forcément, elle porte. Maintenant, vous avez d'autres entraîneurs. Il peut apporter, mais ce n'est pas suffisant, je veux dire. Oui, d'où l'intérêt de renforcer. Il est là, mais il n'empêche, on peut en apporter d'autres. Un Abdoulaye Seck est un très bon profil. On a parlé tout à l'heure en coulisses de Souleymane Diallo. Il est excellent, je trouve. Et d'autres encore. Un staff étoffé ne nuit pas forcément. Et donc, c'est plus de matière grise. Et ça ne peut qu'aider à lui aussi, s'il l'accepte. La tendance qui l'emporte apparemment sur ce plateau, Moustapha Sadio, c'est le maintien de Cissé avec le renforcement de son staff avec d'autres profils. C'est un avis que vous partagez? Ouais, moi, j'étais plus quelqu'un qui demandait son départ après la victoire à la CAN. Et je vais dénoter, parce que cette fois-ci, je milite pour qu'il reste. Parce que j'ai vu, hein, on dit qu'il a commencé sa mutation durant la CAN, mais j'ai vu qu'il a commencé sa mutation bien avant la CAN. Ouais. Les choix tactiques ont commencé plus que lors du match en octobre face au Cameroun. C'était peut-être la meilleure démonstration de cette tactique avec Cheikhou Kouyaté dans ce profil de l'hybride du troisième central, du premier relanceur. Même si j'ai toujours eu du mal avec Cheikhou Kouyaté comme sentinelle, parce que je sais qu'il a beaucoup de mal pour, on va dire, sur des aspects purement techniques pour la première relance. Sa mutation a commencé en octobre et ça s'est conforté lors de ce premier tour-là. Et c'est des choses que j'ai toujours réclamées, même quand il a gagné.
Moi, j'étais de ceux qui n'étaient pas enthousiastes après cette victoire-là. Parce que c'est passé ric-rac. Moi, je n'oublie pas que lors du premier tour, on égalise. On ouvre le score à la 94e minute sur penalty, sur une frappe anodine et une main. Donc, je veux dire, on aurait pu faire 3-0-0 dans ce premier tour-là et se faire sortir dès le premier tour. Et là, on ne serait même pas là pour parler de l'avenir d'Aliou Cissé parce qu'il aurait quitté depuis 2022. Donc, voir ce qu'il a réussi, ce gros changement-là sur des aspects purement tactiques-là, moi, me réconforte. Je me dis qu'il est en train de grandir, qu'il est en train de mûrir en tant qu'entraîneur. Et ce serait dommage que ça s'arrête là. Qu'ils se disent non, je pense que le Aliou Cissé de 2022 que j'étais est le meilleur profil pour regagner une CAN. Non. J'espère qu'il prendra vraiment la pleine mesure de ce qu'il a réalisé. Pensez-vous qu'il peut gagner encore une CAN pour le Sénégal? Absolument, je pense qu'il peut gagner. Parce que quand on voit les équipes qui gagnent une CAN en Afrique, alors que toi, tu as peut-être la meilleure équipe, le meilleur collectif d'Afrique. Je pense que pour regagner, c'est toujours possible avec quelqu'un qui a déjà... les meilleurs du moment qui gagnent. Hein. Avec souvent, les meilleurs du moment, on parle de la Côte d'Ivoire qui vient de gagner. La Côte d'Ivoire, elle était l'équipe du meilleur du moment. 2022, hors 2022. 2017, on était là aussi. Hein? Donc, ce n'est pas vraiment le pas meilleur forcément le meilleur qui gagne, mais c'est celui qui réunit tous les facteurs de performance sur un moment T. Surtout parfois sur des aspects purement émotionnel. Parce que c'est que le Cameroun avait réussi en 2017. Mais le Cameroun aurait aussi pu se faire sortir dès le premier tour en 2017. On était au stade de Franceville. Cette CAN, c'était la CAN de la folie aussi, hein, cette CAN 2024. C'est ça. Donc en 2017, on était à Franceville. Quand on a supporté le Gabon pour que le Gabon sorte le Cameroun. Et on se souvient d'une dernière occasion où Aubameyang tacle. S'il touche le ballon, le Cameroun aurait été éliminé et on aurait peut-être affronté soit le Burkina, soit le Gabon lors de ce quart de finale à Franceville. Donc, il y a des choses qui sont des petits détails qui font parfois le parcours de champion. Ouais. Parce que ce Cameroun en 2017... C'est la baraka du champion. Ouais. C'est la baraka du champion. Mais moi, n'est-ce pas, si le Ghana ne fait pas match la menant 2-0 à la 89e minute, on ne parle pas de la Côte d'Ivoire. Ça aurait peut-être balisé davantage. Moi, je trouve que Aliou Cissé a tout ce qu'il faut en termes de bagage technique et tactique, sauf... Je suis parfaitement d'accord avec tout le monde sur ce plateau-là, qui doit être vraiment renforcé. Surtout le profil dont a parlé Thierno, le profil d'Abdoulaye Seck, qui est entraîneur, qui est analyste vidéo, qui a beaucoup apporté à Amir Abdou. Et on l'a vu, la Mauritanie qui gagne son premier match dans son histoire à la CAN face à l'Algérie, qui se qualifie en 8e de finale. Donc c'est ce genre de profil-là dont Aliou Cissé a le plus besoin. Et je suis parfaitement d'accord également avec Aruna que ce n'est pas forcément un Pape Thiaw qui apporte une plus-value, quel que soit, parce que c'est un ancien attaquant. On aurait pu dire il peut apporter à nos attaquants. Mais je ne pense pas, parce que c'est parfois une question de personnalité. Oser dire à un attaquant de Salernitana qui met beaucoup de buts, essayer de lui montrer comment maintenant attaquer l'espace et tout. Peut-être qu'il n'a pas cette personnalité-là, parce que s'il ne s'agissait que de qualité, moi, j'aurais pu citer un Serigne Saliou Dia qui nous a montré comment jouer et comment gagner avec du contenu. Il l'a réussi en 2015, oui, avec les Jeux africains. Ouais. Donc, il y a des profils très intéressants qui peuvent. Mais il faut que lui aussi accepte que la direction technique est assez pertinente et assez qualifiée pour lui adjoindre un technicien de qualité par rapport à justement l'évaluation qu'ils feront de cette élimination-là. Ouais. Sur quels aspects a-t-il été dépassé, parce qu'il a été quand même dépassé sur certains aspects lors de ce 8e de finale. Et c'est là où on doit lui dire, tu n'as plus le choix, on t'amène cette personne-là pour t'aider dans cet aspect-là. Et cette direction technique-là devrait avoir cette personnalité-là pour l'imposer à Aliou Cissé, enfin, s'il veut rester. Débat très intéressant sur ce plateau. On se retrouve dans un court instant pour le second thème du Club des Sports. Le second thème du Club des Sports porte sur l'élimination du Sénégal au premier tour au mondial de beach soccer, une Coupe du Monde remportée par le Brésil. Le Sénégal qui a été demi-finaliste d'Aïdom lors de l'édition précédente et qui est éliminé
au premier tour aux Émirats arabes unis. Comment expliquer cette chute si vertigineuse du Sénégal dans cette Coupe du Monde? Je parlerai d'abord de la préparation, parce que là, on a eu un spécialiste du beach soccer, Bilal Dian, pour ne pas le nommer, qui nous en a parlé quand on faisait les analyses d'avant et d'après-match. Au niveau du beach soccer, on a réclamé des matchs amicaux pour mieux préparer cette Coupe du Monde, mais que cela n'a pas été accordé. C'est vrai que ça a toujours été le problème du beach soccer, les matchs de préparation, les bons regroupements. Le coach Mamadou Diallo a alerté des mois à l'avance. Ouais, ils l'ont souvent déploré. Même avec Ngalasila, à un moment donné également, il le déplorait, Chita. C'est un problème qui était récurrent. C'est vrai que juste après la CAN qui a été organisée ici, on a parlé d'une certaine amélioration. Mais là, on voit qu'on est retombé dans ces travers. Donc, une équipe qui manque de préparation, forcément, on le voit dans le résultat final. Et je pense que c'est cela qui a beaucoup impacté. Parce que tout à l'heure, même avant qu'on commence l'émission, on parlait un peu du déroulement du match, de la fraîcheur physique des garçons, de leurs conditions physiques. On voyait que parfois, c'était pas ça, c'était pas le top. Et donc, ça, c'est déjà un élément important par rapport à tout cela. Peut-être aussi le changement de coaching également, parce que c'est Ngalasila, maintenant c'est Bani Diallo. C'est deux personnalités assez différentes, même s'ils ont eu à travailler ensemble. On voit Ngala était beaucoup plus agressif dans le bon sens que Seibani. Chacun a sa touche. Mais je pense que sur le plan préparation, moi je pense que c'est cet élément qui explique un peu cette contre-performance du Sénégal. Et peut-être pas seulement la préparation physique, mais également la préparation avec les adversaires. Parce qu'au niveau mondial, il y a des pays qui règnent. Et le Brésil, ils sont presque hors course. Ouais, c'est le sixième sacre du Brésil. Le sixième sacre du Brésil. Donc c'est un niveau quand même assez différent par rapport à ce qui se fait en Afrique. Et même en Afrique, on voit que le Sénégal commence à être rattrapé petit à petit. Même si le Sénégal est toujours champion d'Afrique, on a vu que c'était le Maroc nous a difficile. Battu récemment alors qu'il y avait une invincibilité de 8 ans. Le Maroc qui n'a jamais battu le Sénégal. Ouais. Donc aujourd'hui, bon, c'est Ngalasila qui est là-bas également. Donc ça également, ceci explique cela. Mais je pense qu'il faut que le Sénégal travaille davantage par rapport à ce beach soccer et qu'on ne reste pas un peu dans le confort, que le Sénégal est toujours leader en Afrique parce qu'on voit que les autres pays travaillent. La dernière CAN a été difficile, même celle qui s'est passée c'est au Zimbabwe, non? Au Mozambique. Au Mozambique plutôt, celle qui s'est passée au Mozambique dernièrement. Cette CAN également a été difficile. On a suivi un peu la finale, comment ça s'est passé jusqu'au tir au but. Donc, je crois que la fédération doit davantage prendre beaucoup plus au sérieux cette discipline et qu'elle ne soit pas seulement accessoire en se disant qu'ils vont se débrouiller comme ils l'ont toujours fait. Parce que c'est maintenant une discipline où les gens cherchent à venir au premier plan et le Sénégal doit travailler davantage et ne pas dormir sur ce laurier. Faire une préparation comme on le fait avec l'équipe A, peut-être pas avec les mêmes moyens, mais au moins qu'ils puissent avoir un planning ou bien qu'on respecte le planning qu'ils font par rapport à ce qu'on détecte comme adversaire, comme sparring partner, parce que c'est ça qui permet également de se jauger et de pouvoir évaluer son niveau. Chita, c'est quelqu'un qui connaît comme du bout des doigts cette discipline, que ce soit en Afrique, que ce soit dans le monde, parce qu'il aide même les autres pays aujourd'hui à organiser cette discipline. Donc, je pense que c'est d'abord un problème d'investissement et de plus de considération du côté de la fédération pour les aider parce qu'ils ont l'expertise pour pouvoir encadrer l'équipe, pour pouvoir faire ce qu'il faut pour dépasser un peu ces stades. Parce que si on continue comme ça, moi je doute fort qu'à la prochaine Coupe d'Afrique, que le Sénégal puisse encore gagner le trophée. Parce qu'il y aura quand même de la concurrence, parce qu'on voit déjà comment les pays se sont rapprochés gravement du Sénégal et que le Sénégal est resté à ce même niveau. Le Sénégal et l'Égypte étaient les deux représentants
du continent africain. Toutes les deux nations ont été éliminées au premier tour. Le Sénégal a gagné son premier match face à la Biélorussie, 6-4. A perdu plutôt son premier match face à la Biélorussie, 6-4, avant de battre la Colombie, 5-3. Et puis lors du dernier match, le Sénégal a perdu face au Japon, 6-4. Arouna Deme, c'est juste une sortie de route ou c'est la fin d'un cycle? Bien, je me jette à l'eau en disant que c'est peut-être la fin d'un cycle, parce qu'il y a eu des signes avant-coureurs. Vous l'avez rappelé, on a perdu contre le Maroc. On a gagné difficilement la finale de la dernière CAN. Ouais. On avait même battu difficilement les Seychelles, si vous vous souvenez, en phase de groupe. Or, ça montrait, parce qu'avant, c'était un peu le Sénégal, le Nigeria, le Mozambique qui jouaient les grands rôles sur la scène du beach soccer en Afrique. Et quand vous vous retrouvez dans une situation où même le Seychelles vous met en difficulté, le Maroc qui vient d'arriver avec, c'est vrai, un entraîneur sénégalais qui connaît parfaitement bien. Le tournoi qui s'est joué à Rabat où le Sénégal a été battu par le Maroc, aux Jeux africains de la plage, c'était quand même une alerte. Et on n'a pas su justement décrypter le message, puisqu'on n'avait pas perdu depuis 8 ans et on vient, on perd un tournoi majeur comme ça. Et ça n'a pas été bien décrypté. Et finalement, qu'est-ce qui se passe? On part à la Coupe du Monde avec l'ambition de gagner le titre, sans s'être donné les moyens. Ambition légitime hein, quand on est demi-finaliste. Je pense qu'il faut aller dans ce genre de compétition pas à pas. On a été dans plusieurs Coupes du Monde où on disait on cherchait à atteindre le carré final. On a réussi. On a fini 4e. Donc il fallait d'abord chercher à être demi-finaliste avant de... Parce que dans la tête des joueurs, c'est qu'on va en finale, on gagne derrière un titre. Mentalement, psychologiquement, ils n'étaient pas prêts, concentrés en quelque sorte sur le premier tour. C'est pourquoi on perd contre la Biélorussie. Parce que j'ai l'impression, pour avoir vu le match, que cette équipe a démarré en jouant le match en disant c'est gagné d'avance. La Biélorussie ne compte pas. La Colombie combat, c'est l'équipe la plus faible. C'était sa première qualification en Coupe du Monde. Donc, le Japon, qui est vice-champion du monde, avant cette compétition-là, le Japon a perdu la finale de la dernière édition. Nous, on a été demi-finalistes. Le Japon avait perdu en finale contre le Brésil. Et c'est cette équipe du Japon-là qui vient. Et puis, elle a dit tout à l'heure, la préparation, c'est un facteur. Parce que la dernière fois où on a été en demi-finale de Coupe du Monde, le Sénégal avait joué au moins 8 à 10 matchs de préparation. On a fait des tournois en Turquie, on est allé dans différents pays faire une série de tournois. En Russie même, je pense. Oui, en Russie. Et là, on va à la Coupe du Monde. Je crois que l'équipe a eu 2 matchs de préparation, 2 ou 3 matchs. 5 matchs. 5 matchs, mais sur voilà, c'est avec les mêmes adversaires. Une sorte d'aller-retour avec les 2 mêmes adversaires. C'est très insuffisant. Vous voyez sur les matchs que le Sénégal a disputés dans cette compétition-là, surtout contre le Japon, les 5 dernières minutes, nos joueurs n'arrivaient même plus à courir pour se replacer. Ça veut dire que physiquement, cette équipe n'était pas prête. On n'a pas une bonne préparation. Et ça, c'est retrouvé sur le terrain. Et je pense aussi que ceux qui sont autour de l'équipe, qui l'ont repris sur le plan du staff technique, n'ont peut-être pas le vécu ou le background ou les vices que mettaient en œuvre ceux qui étaient là, même si Diallo était dans le staff. Diallo était membre du staff, était là, il a gagné la dernière il a gagné, mais la manière de manager des uns et des autres est différente. Je pense que Ngale Sylla est parti peut-être avec ce petit plus-là qui faisait gagner cette équipe. Parce que depuis qu'il est parti, on sent quand même qu'on est en difficulté. Maintenant, il faut reconstruire, rebâtir quelque chose. Parce que le beach soccer est assez bien organisé. Il est un championnat régulier. Il y a beaucoup de clubs. C'est vrai, d'aucuns disent que ça se joue dans 3 régions. C'est une critique acceptable. Parce qu'on peut jouer le beach soccer là où il n'y a même pas de plage. On doit pouvoir aller jouer à Tambacounda parce qu'on a juste besoin d'un terrain ensemble pour jouer. Mais là, le championnat se discute en 3 régions. Malheureusement, les régions de Dakar, Thiès et Saint-Louis. Et ça, je pense que c'est une carence. On doit pouvoir jouer le beach soccer dans la région de Kaolack parce qu'il y a la mer aussi. Si on reste que sur la côte, on a 700 km de côte jusqu'à Ziguinchor. On doit pouvoir que ces villes-là, ces régions-là, puissent intégrer un peu le schéma, qu'on élargisse davantage et qu'on ait plus de talent. Parce que les jeunes, vous voyez sur nos plages le soir, il y a des milliers de jeunes qui sont là en train de jouer au foot. C'est des
joueurs potentiels de beach soccer. Il y a des joueurs qui sont sortis du championnat pour se retrouver dans la sélection de beach soccer. Et vice-versa, des clubs du championnat qui sont allés chercher des joueurs de 11. Qui ont réussi. Je pense qu'il y a un travail à faire et que la fédération, sur cette compétition-là, n'a pas donné les moyens au staff technique et à la commission chargée du beach soccer de faire le travail de préparation qu'il fallait. Les gens étaient concentrés sur la CAN. On va en Côte d'Ivoire conquérir le titre, on oublie les autres. Et on connaît le résultat final, c'est quoi? On est en début d'année d'échec du football sénégalais. Cette embellie de 2022, on a comme l'impression que c'était il y a un siècle. On ne gagne plus. Le sentiment des uns et des autres, c'est qu'on ne gagne plus parce qu'on est au mois de février, fin février, et 2 compétitions majeures auxquelles on participe, le Sénégal se casse les dents en quelque sorte. Et ça, la fédération doit réfléchir. Ce n'est pas parce qu'on va à la CAN qu'on doit pouvoir sacrifier les autres disciplines. C'est ce qui s'était toujours passé avec les sélections de jeunes, le football féminin et tout. Sur les 3 dernières années, on avait vu que la barre avait été redressée, que les correctifs avaient été apportés. C'est pourquoi les filles, les U20 jouaient, la sélection a joué, passé des tours de qualification. Les U17, les U20 arrivent à gagner des titres. Mais là, sur cette Coupe du monde de beach soccer, tout le monde était focalisé sur le football, l'équipe A, sur la Côte d'Ivoire. Tout le monde est parti en Côte d'Ivoire et on les a oubliés ici sans les donner, parce que janvier, février, pendant qu'on était à la CAN, l'équipe nationale de beach soccer et ceux qui gèrent le football au niveau de... Football spécifique. Le football spécifique au niveau de la fédération aurait dû être là. Mais certains d'entre eux étaient en Côte d'Ivoire, on était avec eux. Hein. Il ne faut pas nous dire... Ils ont une sélection qui prépare une Coupe du Monde et on les retrouve à Côte d'Ivoire à garnir les tribunes où il n'y avait même parfois même pas de billets pour aller au stade. Donc ils auraient mieux fait de rester à Dakar, s'occuper de leur discipline. C'est un problème de gestion. C'est assez un problème. Tierno, est-ce que c'est une surprise de voir cette équipe du Sénégal, avec tout le potentiel qu'elle a, d'être éliminée au premier tour de cette Coupe du Monde? Une surprise, non, compte tenu de tout ce qu'on a dit. Parce que je pense que avoir du talent, c'est une chose, mais maintenant, on parle de talent travaillé. C'est-à-dire qu'il faut il faut beaucoup travailler, il faut être prêt physiquement, surtout le football de plage, qui est une discipline extrêmement physique. Ouais. Si vous n'avez pas une bonne préparation, vous ne pouvez pas aller très loin. Je pense que c'est ce qui nous est arrivé. Parce que les matchs qu'on perd, c'est quasiment dans les dernières minutes. Ça veut dire que nos joueurs... Contre le Japon, le Sénégal était devant à un moment donné. Le Sénégal était devant, mais on a pris 2 buts en moins d'1 minute. Ouais. Vous voyez. Donc, le but qui permet au Japon de passer et de faire le break derrière. Parce que physiquement, on ne tenait plus. Et ça, justement, parce qu'on n'a pas fait une bonne préparation. Et bon, on me dira que peut-être que c'est la faute à malchance, puisque cette Coupe du Monde arrive juste après la CAN. Bon... 4 jours après la finale. Voilà, le football n'a pas d'égal en termes d'intérêt, en termes de tout ce qu'on veut. Et c'est un peu ça qui est malheureux, parce que cette équipe-là, peut-être si la Coupe du Monde s'était jouée 2 ou 3 mois après la CAN, là peut-être les gens auraient mis les moyens, parce que tout le monde serait focus. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on parle des 5 titres alignés par le Sénégal, le premier, c'est d'abord le beach soccer. Ils ont été les premiers à gagner des titres. C'est une discipline qui nous a valu beaucoup de trophées avant que le foot à 11 ne gagne. Exactement. Donc, les photos que vous voyez où on aligne des trophées, il y a celui du beach soccer qui trône, c'est le plus grand en termes de taille. Donc, je trouve que c'est dommage parce que le potentiel, il est là. À part le staff, il n'y a pas eu beaucoup de changements dans l'équipe. Ce sont quasiment les mêmes joueurs qui étaient à la Coupe du Monde, qui ont gagné la CAN, qui étaient à la Coupe du Monde, qui étaient revenus. Donc, on ne peut pas parler de problème de vécu, on ne peut pas parler de problème de manque d'expérience. C'est des joueurs qui ont de l'expérience, qui ont du vécu. Mais malheureusement, le beach soccer étant un sport très physique, si vous ne faites pas une bonne préparation, ça se paye. Ils auraient même pu sortir du premier tour, mais après tomber sur un adversaire qui va les éliminer parce qu'ils n'étaient pas prêts. Ils n'étaient pas prêts. Ils l'ont crié malheureusement sur tous les toits. Ouais. Personne ne les a écoutés et c'est ça, c'est dommage. Maintenant, on va devoir attendre encore de nombreuses années, en sachant que déjà, il y a des départs, puisque Babacar Fall, le meilleur buteur de cette équipe nationale de beach soccer qui a annoncé sa retraite. Exactement. Al-Seini, la question se pose aujourd'hui. Est-ce qu'il va continuer, lui aussi? Des joueurs comme Jean-Ninou Diatta, comme Mamadou Sylla. Il y a même celui qu'on appelle Sadio Mané, dont j'ai oublié le nom. Mamour Diagne. Mamour Diagne. Donc,
est-ce que ces joueurs-là, aujourd'hui, auront la capacité de continuer pour aller se qualifier au prochain mondial? Donc, c'est autant de questions. Et c'est dommage. Au Sénégal, là où on est vraiment champion, c'est vraiment les rendez-vous manqués, quoi. Parce qu'on arrive à des compétitions où on a tout ce qu'il faut pour gagner. Mais voilà, à cause de petits détails, on passe à côté et on se retrouve à encore sécher nos larmes, à nous poser des questions ou à se dire la prochaine fois sera la bonne. Mais pendant ce temps, les autres aussi, ils travaillent. La Biélorussie qui nous a battus lors de la même compétition il y a 2 ans ou 3 ans, on les avait battus par 5 buts d'écart. Aujourd'hui, c'est eux qui viennent battre le Sénégal. Ça veut dire que pendant que nous, là, on se dit on est bon, on est les meilleurs, les autres sont en train de 7 à 2. Donc, les gens continuent à travailler. Et si on ne fait pas attention, le niveau, il est en train de se liquéfier. Et donc, désormais, on ne regardera plus personne de haut. Au contraire. Sadio, maintenant, quelles sont les perspectives pour le beach soccer sénégalais? Qu'est-ce qu'il faut faire pour permettre à cette discipline de rayonner davantage à l'avenir, après ce qui s'est passé? Déjà, le premier constat de cet échec-là, beaucoup l'ont dit ici, l'équipe pourtant a eu 6 mois de préparation en regroupement. C'était du côté de la plage de Djambalay, parfois également sur le terrain de Chita, de Toubab Diallo également. Donc, ils ont eu 6 mois, oui, mais la qualité du regroupement posait problème. Est-ce qu'on a eu beaucoup de matchs amicaux de qualité? C'est la compétition. C'est pour cela que je dis la qualité du regroupement. Si tu as eu 6 mois, tu ne peux pas dire j'ai pas eu une longue préparation, mais la qualité de la préparation, c'est justement ces matchs amicaux. Quand on voit comment le Sénégal perd le match décisif face au Japon après avoir mené 4-2, avant de se liquéfier totalement, donc ces 4 buts en l'espace de 3 minutes sur des coups de pied retournés où tu tentes de défendre, alors que ceux qui regardent le beach soccer savent que quand le joueur lève la balle, tu ne dois pas sauter parce qu'ils disent que tu mets en danger l'intégrité physique de l'attaquant. Donc, le défenseur est toujours sanctionné. Même si tu te prends un coup en pleine tête, c'est toi qui es sanctionné d'un penalty. Et on a pris des buts comme ça, que ce soit lors de la défaite face à la Biélorussie et face au Japon, justement. Donc, ça montre que l'absence de matchs amicaux de qualité, à part l'Italie, et les 3 matchs joués contre l'Iran, on rappelle quand même que l'Iran a terminé 3e de cette Coupe du Monde-là. Donc, c'est une nation émergente, y compris la Biélorussie. Mamadou Diallo le rappelait aussi dans une émission. Donc, il a quand même alerté suffisamment. Les perspectives doivent être quoi, justement? De renforcer ce championnat de beach soccer-là, de le renforcer, de le rendre vraiment national, pas côtière. Il faudrait que ce championnat-là soit national. 20 équipes, c'est très bon pour un championnat. Et si c'est 20 équipes entre Dakar, le nez du Sénégal, je veux dire par là, il y a encore de très bons joueurs. On a pris le nez, on a oublié la bouche. Donc le beach soccer, tu peux recruter même beaucoup de joueurs à 11. D'ailleurs, ce qui fait le succès du Sénégal en Afrique, c'est plus les joueurs de foot à 11 qui ont Babacar Fall, quand il jouait à l'Olympique de Ngor, explosé dans le beach soccer. Mamadou Sylla jouait entre les matchs du Djaraf de Wakam et les matchs de beach soccer. Donc c'est toujours possible d'avoir des joueurs issus du foot à 11. Exactement, donc des joueurs de Kaolack, de Tamba, en réalité, c'est qui ont joué les premières Coupes du Monde. C'est exactement ça. C'est les anciens. Les coachs, les Victor Diagne, les Diallo, même au niveau mondial, c'est les Dimeco et autres qui ont commencé à lancer les premiers. Il faudrait que ce championnat-là ait encore plus de qualité, parce qu'il faudrait... Le beach soccer ne peut pas être comme le foot à 11, où on peut avoir des gens qui font carrière pendant 15-20 ans, parce que physiquement, c'est beaucoup plus éprouvant. Et les gens, d'ailleurs, ils vont pas à 17-18 ans, ils y vont après avoir fait peut-être une petite carrière de foot à 11, ensuite de devenir des joueurs hybrides qui font Mais du 11. Mais ça peut changer, hein, parce que maintenant, il y a des jeunes il y en a qui commencent assez jeunes. Il faudrait que le beach soccer nourrisse son homme pour qu'on ait des joueurs spécifiquement, parce que des clubs en Europe, il y en a. Séné avait signé au Munster, en Allemagne avec Thun, on se souvient de ça, mais il faudrait que ce soit vraiment une discipline qui paye. Mais il y a aussi sur le plan de l'encadrement technique, où on a senti quand même quelques faiblesses sur le plan tactique. J'ai rappelé les fautes qu'on a subies. Si on avait un peu plus de qualité, je pense qu'on aurait évité quand même de se prendre 4 buts face au Japon dans les toutes dernières minutes. Donc, de ce côté-là aussi,
il y a un travail à faire. Mais si tout le monde se concentre sur la Coupe d'Afrique, et puis il faut dire à cette fédération-là que ce n'est pas un slogan qui gagne. Il disait que le Manko nous a fait gagner, tout le monde était uni en 2022. Est-ce qu'on peut dire qu'on n'a pas été unis en 2024? On a été encore plus unis, surtout dans le football. Et pourtant, on enchaîne les contre-performances. On a eu la Coupe du Monde U20 où on se fait sortir au premier tour. On a eu la Coupe du Monde U17 où on se fait sortir en 8e de finale dans un match qu'on maîtrisait totalement face à la France. On se fait sortir en 8e de finale de la CAN senior et on se fait sortir au premier tour pour les demi-finalistes en titre de la Coupe du Monde de beach soccer. Et pourtant, il y a le Manko qui est toujours là. C'est un autre débat. Il faudrait quand même qu'on le dise et qu'on se dise que dans ce pays-là, ce qui fonctionne, c'est surtout de mettre les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est le travail. On n'a pas besoin d'être tous amis pour gagner des compétitions. D'ailleurs, on n'a pas gagné en 2022 en étant unis. C'est juste... On y reviendra. C'est la fin du Club des Sports. Merci à vous, Moustapha Sadio, El Hadji Thierno Dramé. On a prévu quelques plats de Attiéké et d'Aloko pour vous permettre d'être toujours dans l'ambiance de Yamoussoukro et de Babi. Un peu de poulet braisé pour Aruna Dem et Ndaïdom. Un peu de Kadjenou. Merci à Aruna Dem, merci à Ndaïdom Tchouf. Merci à tous les chroniqueurs. Nous arrivons au terme de ce Club des Sports. Merci à vous, chers amis téléspectateurs. Oumar Ndiaye était à la réalisation. Merci à toute l'équipe technique. Passez une excellente fin de soirée. Les sports à la télévision nationale, c'est une longue histoire. Au gré des grands rendez-vous sportifs à travers le monde. JO Munich. C'était en 1972, quelques petites heures de télé, le temps des JO, et l'aventure s'est prolongée. Les différentes phases finales de Coupe du Monde. De la Coupe d'Afrique des Nations les championnats d'Europe, d'Afrique, du monde, toutes disciplines. Sans oublier les compétitions locales